Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre. Habituez-vous, c'est moins compliqué que la soupe à l'alphabet habituelle, puis au moins, ça a le mérite d'inclure tout le monde. Parce qu'on parle d'inclusion à Fierté littéraire, puis c'est pas par du tokenisme, puis pour bien paraître, on paraît bien de toute façon. Hein? Alors... Ben, vous savez, non, on est vraiment dans l'inclusion. Et l'inclusion, ce n'est pas seulement d'avoir l'interprétation visuelle, d'avoir des gens de tous les horizons qui viennent nous partager leur art. C'est aussi dans la façon d'écrire. Et c'est pour ça que j'ai pensé d'inviter Magali Guilbeault-Fitzbé. Bonjour, Magali. Allô. Je vais te présenter. Alors, Magali, elle est consultante linguistique pour les trois sexes et la rédactrice du guide d'écriture inclusive consigné par les trois sexes et le Club Sexy, auquel une formation fait suite. Ça s'appelle « Apprendre à nous écrire, guide et politique d'écriture inclusive ». Qui est en vente aujourd'hui ici à l'une de nos tables. Vous allez m'excuser, je n'ai pas je ne me rappelle plus quelle table, mais c'est au fond là-bas. Et ceux qui nous regardent présentement sur YouTube, faites une petite recherche sur Google et cherchez juste les trois sexes ou le club sexy. Sexu, pourquoi je dis sexy? Sexu. Oh, Freud est avec moi aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que oui, faites des bonnes recherches, les vraies recherches Google, pas les affaires de YouTube. Bien qu'on est sur YouTube. Bon. Alors, je reviens là-dessus. Magali a étudié la linguistique et s'intéresse tout particulièrement à l'application de l'écriture inclusive en français et à l'expression des genres dans les langues du monde. Elle en a fait d'ailleurs son sujet de maîtrise. Apprendre à nous écrire, guide et politique d'écriture inclusive, donc, est un projet réalisé par les organismes Les Trois Sexes et Club Sexu. Bonjour, Magali. Allô. Hey, c'est le fun de te recevoir. Moi, j'ai fait une formation avec vous autres en Zoom. On est tannés. C'est le fun de se voir en personne, hein? Oui, enchantée. Oui, oui. Alors, d'abord, je pense qu'on va expliquer aux gens c'est quoi les trois sexes et le club sexu. Oui. Oui, fait que c'est dans le gros, c'est deux OBNL, mais ils ont deux champs un petit peu différents. Donc, le Club Sexu, il se définit comme un média à but non lucratif. Et le but, c'est vraiment de promouvoir une sexualité vraiment plus inclusive, vraiment plus ludique, positive, accessible. Donc, c'est vraiment dans le domaine de la santé sexuelle, de la sexualité. Et les trois sexes, aussi dans le même domaine de la santé sexuelle. C'est un organisme de bienfaisance qui on a eu tout dernièrement, on a été reconnu comme organisme de défense des droits sexuels. Est-ce que je parle assez proche du micro? Oui, oui, on t'entend très bien. On a beaucoup de contenu écrit aussi comme le Club Sexu. On a aussi des vidéos, on a du matériel plus c'est ça, vidéo comme Les Trois James qui a été sorti il y a quelques années, donc 2 saisons de Les Trois James, La diversité est dans le pré qui est sorti dernièrement. Donc c'est sûr que vu qu'on parle de droits sexuels, beaucoup de nos projets soit s'adressent ou met en scène des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Mais le but, tout comme le Club Sexu, c'est vraiment de s'adresser à la population canadienne francophone. Donc, c'est vraiment santé sexuelle au sens large. Donc, selon l'OMS, en fait, l'Organisme mondial de la santé sexuelle, ça fait partie de la santé globale. Donc, ça regroupe absolument tout. Comme on est des êtres sexués, donc on a toutes, même si on n'a pas une sexualité active, on a toutes, que ce soit menstruation, contraception, tout ce qui concerne la sexualité. Donc, on a toute une santé sexuelle qui... Voilà. Puis ça fait tomber des tabous, ça fait tomber des codes. Oui. Moi, j'ai vu, en fait, juste une parenthèse, on parle du livre, mais j'ai quand même vu La diversité est dans les prés. Oui. Vraiment très beau. Ce sont des photos de personnes en région, hein, c'est oui. Ça, qui vivent pleinement leur identité, leur amour à la caméra. C'est un très, très beau projet et je vous invite tout le monde à faire une petite recherche Google aussi, tant qu'à faire, sur la diversité et dans les prix. Oui. Et c'est pas une télé-réalité plate, c'est vraiment le fun. Oui, ça renvoie à la télé-réalité, mais c'est tout autre chose. Ouais. Tout à fait. Je suis désolé, il y a des gens qui aiment beaucoup la télé-réalité. Ce n'est pas du tout ce que j'aime. Alors, je suis transparent. C'est certainement de la bonne télé pour certains, mais pour moi, ça m'emmerde royalement. Alors, ben voilà.
qu'est-ce qui vous a amené, donc, comme organisme, vous et toutes vos collaboratrices, à écrire ou à créer ce projet? Au départ, c'était vraiment un tout petit projet, là, donc ça remonte à 2019. Au départ, c'était censé être un projet à l'interne. Donc, fait qu'en 2019, on était 4 personnes à la révision-correction là, pour tout le contenu écrit de Les Trois Sexes. Et c'est ça, vraiment un outil à l'interne de comment appliquer l'écriture inclusive parce que c'était quelque chose de très important pour nous. Puis on voulait que ce soit uniforme. Donc, ça a parti comme ça. J'ai pris l'initiative, mais je me suis dit, je vais m'en occuper, comme c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis j'avais fait beaucoup de lectures à ce sujet-là. Puis tranquillement, ça n'a pas arrêté de grossir jusqu'à ce que le Club Sexu devienne nos colocs de local. En fait, c'est nos colocs de bureau. Okay. Puis c'est avec Geneviève qui est à la table avec le guide, justement, que c'est ça l'a grossi. Geneviève qui fait beaucoup de graphisme, puis qui est j'oublie son titre, co-présidente du Club Sexu, je crois. Ouais. Donc, ça a parti de ça. Donc, c'est Geneviève qui a tout designé le guide, notamment. Ouais. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, puis je ne vais pas trop prendre de temps, mais prenez le temps si vous êtes d'aller le voir. Mais c'est vraiment très, très bien fait. C'est très facile à lire. C'est très clair, c'est des chapitres puis des sections très bien faites. Bon, voilà, je m'éparpille partout à terre, mais c'est pas grave. Alors oui, on est très, très, très... c'est vraiment intéressant, c'est vraiment facile, c'est accessible. Oui. Et parce que justement, c'est quoi? Hein? Pourquoi on a besoin de l'écriture inclusive? Allons là. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, selon moi. Ce qu'on dit, en fait, dans les formations qu'on donne, en fait, quand on cible les buts de l'écriture inclusive, l'accent qu'on met beaucoup, c'est sur la... C'est ça, il y a plusieurs raisons, mais c'est premièrement le but de visibilisation, en fait. Donc, en français, c'est sûr que... en français et dans l'esprit des gens, là, ça fonctionne beaucoup par la binarité de genre. Donc, on a le il, le elle, les accords, c'est masculin et féminin. Donc, on veut dépasser ça. En fait, comment représenter les personnes qui s'identifient ni au genre masculin ni au genre féminin, tant dans les accords que par le genre tel quel. Donc, ça, c'est la première question. Comment dépasser ça? Donc, il y a la question de la visibilité, la question de l'inclusion. Puis après ça, il y a aussi la problématique de le français, c'est tellement une langue, c'est une langue extrêmement genrée, le français. Donc, il y a eu, dans l'historique du français, il y a eu, disons, beaucoup dans les années 70-80, avec les mouvements féministes, le désir de créer des nouveaux mots, de créer, que ce soit avec l'ajout du « e » dans auteur-e, professeur-e, donc l'ajout du « e » dans plusieurs mentions de titres féminins. Mais initialement, la problématique reste que le masculin est extrêmement présent dans la langue française, donc le « il » l'emporte tout le temps, le masculin l'emporte tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment c'est le sexe faible, en fait, qui l'emporte sur le sexe fort, si je comprends bien, dans la langue française. Oui. Non, une anecdote. Ma mère disait que si c'était les hommes qui avaient des enfants, nous n'aurions aucun problème de surpopulation sur la planète et l'avortement aurait été illégal depuis très longtemps. Mais voilà, petite parenthèse. Il y a 3 sortes d'écriture inclusive. D'abord, on parle de la féminisation, si je comprends bien. Oui. Alors, en quoi ça... on a une bonne idée, mais en quoi ça consiste et pourquoi c'est important? Parce que je veux que tu me le dises toi-même. C'est important, l'écriture, de féminiser les mots. Oui. La féminisation, c'est vraiment la pratique qui est la plus courante, qu'on voit la plus, puis qui est celle qui est la plus... qui est la moins... Je ne veux pas dire ce mot-là. Qui est la moins innovante, je vais le dire, qui existe depuis des décennies et des décennies, en fait. Même en latin, on féminisait, il y a des mots. Autrice, par exemple, c'était un mot qui était attesté depuis des siècles et des siècles. Donc, comme le français, c'est une langue extrêmement genrée, d'ajouter le féminin, c'est ce qu'on appelle dans le guide les doublets lexicaux, c'est de mettre les deux genres. On s'en tient
c'est l'enjeu qu'on nomme, un des enjeux qu'on nomme dans le guide. On s'en tient, par contre, à cette binarité de genre-là. Oui. Mais en fait, l'idée de la féminisation, ce que je voulais amener, c'était de démasculiniser la langue. Oui. Parce que les femmes n'avaient pratiquement pas de visibilité dans la langue, dans le quotidien. Puis je pense que c'est quand même la première chose importante à reconnaître. Oui, extrêmement, oui. Que ces 50 % de la population n'existe pas dans le discours, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est l'apport principal de féminiser dans les textes. En effet, si c'est toujours le masculin qui l'emporte ou le masculin qui est utilisé pour alléger le texte, là, ce qui est de plus en plus utilisé à l'écrit dans les textes, ça sous-entend en fait que le masculin est utilisé pour représenter les gens. Puis après ça, le problème avec ça, c'est où est-ce qu'on va visibiliser les femmes et les autres personnes qui s'identifient ni comme hommes ni comme femmes? Ben nulle part à l'écrit. Oui. Bien justement, ça nous amène à parler de 2 autres écritures inclusives dont vous faites mention dans le livre. Et je vous dis tout de suite, on ne fait pas une formation. Eux font une formation, puis je leur ai promis qu'on ne rentrerait pas dans les détails de la formation parce qu'il faut que ce groupe-là puisse faire un peu de sous pour continuer son travail. Mais on s'entend que l'écriture épicène, qui est une écriture que moi j'utilise de plus en plus, et j'aimerais... Bon, je vais te laisser la décrire, c'est quoi l'écriture épicène? Oui, puis déjà, il y a une grosse... Souvent, en fait, écriture inclusive et écriture épicène, parfois, il y a un flou un peu entre les deux. Ouais. Mais écriture épicène, selon la définition, c'est qu'on va pas percevoir le genre des personnes. Tout à fait. Donc, si je dis... mon exemple, c'est bibliothécaire. Si je dis pas les déterminants, bibliothécaire, vous n'avez aucune idée du genre des personnes dont je parle. Ouais. Donc, si je dis quelconque, chaque élève, c'est des formulations où on va pas percevoir le genre des personnes. Ouais. Donc, c'est très précieux, en fait, quand on veut s'adresser à un bassin de population dont on ignore le genre, où on veut expressément inclure les personnes... Ouais, en fait, logiquement, on voudrait toujours inclure les personnes non-binaires. Donc, c'est très précieux, l'écriture épicène. Bien, moi, je trouve que souvent, dans la formulation, c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors, tu sais, au lieu de dire les invités, bien là, il faut faire les invités et les invités. Bon, c'est sûr qu'en langage parlé, si je dis les invités, ça n'a pas de genre, mais oui. Quand on l'écrit, ça a autre chose. Alors, je parle souvent maintenant des personnes invitées. Oui. Hein? Je parle des personnes vivant avec le VIH et je féminise tout le reste après parce que ce sont les personnes. Et là, on sort du problème. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu. Moi qui écris beaucoup, c'est un enjeu au niveau des communications. Oui. On ne veut pas alourdir le texte non plus. Il y a une façon de le faire, donc. Oui, en effet. Et l'autre façon d'écrire, et celle-ci représente un défi pour beaucoup de personnes, c'est l'écriture non-binaire. Qu'est-ce que c'est l'écriture non-binaire? C'est celui qui fait réagir le plus les gens. Mm-hmm. Ça va être, notamment dans les formations, là, ça va être d'incorporer, d'utiliser en fait des néologismes, donc de la création de nouveaux mots. Fait que comme le YEL dont on entend beaucoup parler, exactement, c'est mon exemple, auteurice, donc c'est des nouveaux mots qui décrivent ni exclusivement le féminin, ni exclusivement le masculin. Donc c'est pour décrire une nouvelle catégorie de genre, de personnes, Et c'est des néologismes qui font réagir le simple fait que le petit Robert ait décidé d'amener le IL. Oui. Oh my God! C'était comme la fin du monde. Ça y est, les mots woke qui prennent toute la place puis qui... Voilà. Oui, par exemple, ça, c'est un très bon exemple. On en a pas mal entendu parler, mettons. Comment on fait pour faire comprendre aux gens... Parce que ce n'est pas juste une question d'être beau et d'être gentil. Il y a une question plus fondamentale quand on reconnaît l'existence d'un mot comme auteuriste, comme IEL. Comment on fait pour convaincre les gens? C'est quoi l'argument qu'on leur donne? C'est une méchante bonne question. Je sais, je suis méchant, mais c'est une bonne question. Ça passe par une... En fait, le problème pour moi, je vais comme bifurquer la question. Oui, vas-y. Le problème pour moi, c'est qu'il n'y a pas la sensibilisation qui vient avec. Dans les médias, on va en parler, puis on va présenter une confrontation entre quelqu'un qui est pour puis quelqu'un qui est contre, puis on va pas inviter un dialogue. On va mettre en scène un débat factice, et on va pas mettre en scène un dialogue pour que les gens comprennent
c'est quoi les enjeux derrière, comprennent c'est quoi les enjeux de sensibilisation et comprennent de personnes invitées qui sont spécialistes ou qui vivent ces enjeux-là, qui ont un point de vue situé. On va juste mettre en scène un débat. Pour moi, ça, c'est extrêmement problématique, puis c'est ce qui est arrivé avec le YEL. C'est encore la binarité, les pour et les contre. On est encore là-dedans. Exactement. Et finalement, le YEL, c'est vraiment reconnaître qu'il y a des gens non-binaires qui existent. Et en passant, c'est pas nouveau, là. Des personnes non-binaires, ça existe depuis bien plus longtemps que... C'est parce qu'on en entend parler maintenant. Parce que maintenant, elles prennent la parole, elles prennent la parole, je devrais dire. Ces personnes-là, c'est à peu près temps là, qu'on reconnaisse aussi leur existence. Le langage sert à reconnaître l'existence des personnes. Oui. Vous faites donc des formations. Ça veut dire que donc vous faites de la sensibilisation, j'imagine? Oui. Comment ça se passe, ces formations-là, habituellement? Pour le moment, c'est des séances de 1h30. On fait à la fois des séances publiques, là, donc les gens s'inscrivent à titre personnel, individuel, et des séances pour des groupes de travail. Donc, souvent, c'est le ou la boss là, qui décide d'instaurer ça dans le milieu de travail. Puis souvent, ça se passe bien. Les gens qui nous contactent, c'est souvent dans le milieu communautaire ou beaucoup dans le milieu des communications. Donc, c'est des gens qui ont cette sensibilité-là, qui travaillent dans l'inclusion, dans les... Ouais. Oui, peut-être pas nécessairement dans l'inclusion, mais qui cherchent à le faire, Ouais. à instaurer des politiques d'inclusion, disons, qui travaillent dans ce sens-là. Fait que souvent, ça se passe très bien. Les gens ont conscience du travail qu'il y a à faire pour cette ouverture-là. Il y a beaucoup de gens les levées de boucliers, je me rappelle lorsqu'on a appris que les fonctionnaires fédéraux devaient s'adresser aux personnes selon leur nom, leur prénom et d'éviter monsieur, madame, ça a créé beaucoup de remous. Pourtant, d'autres langues, notamment l'anglais, ça semble être plus facile à passer. Est-ce que c'est parce que c'est la langue, est-ce que c'est parce qu'ils font ça avant nous, ou qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est plus facile à appliquer en anglais? Il y a certaines choses qui sont plus faciles à appliquer en anglais, ça c'est un fait. Parce qu'il y avait une table ronde ici où on se rendait compte que peut-être parce qu'ils ont commencé avant nous à le faire, mais ça ne veut peut-être pas dire que c'était plus facile. C'est parce que nous, on pense que c'est plus facile en regardant. Écoute, je ne vais pas te mettre sur la sellette là-dessus. Là, mais, c'est une bonne question. Oui. Écoute, l'écriture inclusive, est-ce que ça peut être appliqué à l'écriture de romans, l'écriture plus littéraire, la fiction? Absolument. Comment on s'y prendrait? L'avantage un des aspects de l'écriture inclusive, c'est que on a parlé des trois types, mais les trois types se jumellent. C'est possible de les mélanger, les trois techniques. Donc, absolument, c'est possible. Selon moi, c'est possible d'appliquer l'écriture inclusive à tout type de texte. Donc, l'important, c'est de réfléchir au lectorat, au type de texte, au type de registre qui va être utilisé. Voilà. C'est quoi le public cible? Mais c'est absolument possible. Moi, personnellement, dans ma poésie, par exemple, j'écris absolument sans... À moins que je me désigne moi, j'utilise aucun genre pour désigner les autres personnes. C'est ça. Là, c'est la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne demande pas aux gens de dégenrer leurs personnages qui sont genrés et qui sont très bien avec leur identité de genre, mais ça peut dire aussi de laisser de la place, d'accueillir des personnages dans les textes qui n'ont pas cette identité de genre qu'on connaît, qui est une identité pas nouvelle, mais qui est différente. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas un danger. À chaque fois que je regarde l'écriture épicène, l'écriture inclusive, j'ai toujours peur qu'à nouveau, on va invisibiliser les femmes. Parce que pendant longtemps, c'était le cas. Maintenant, on s'est bien moqué d'André Boisclair qui parlait des Québécois et des Québécoises, mais c'est quand même devenu la norme maintenant. En fait, moi, je fais bonjour tout le monde maintenant, ça règle le problème, mais est-ce qu'on n'a pas... Mais ça invisibilise quand même les femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est pour ça que c'est bien de mélanger les techniques. Oui. Et
Ouais. Et dans l'écriture épicène, on va l'utiliser dans certaines techniques, surtout pour éviter, en tout cas, dans ma pratique, je vais surtout l'utiliser pour éviter le « et les L » qui peut être redondant ou peut-être moins esthétique. Ouais. Mais le québécois et québécoise, ça fonctionne très bien, On ultimement. peut dire peuple québécois aussi, tant qu'à faire. Peuple québécois, exactement. Ouais, je sais que dans ma pratique, autre que ma pratique d'auteur, quand je fais des communications, maintenant, on essaie d'éviter ça. On ne parle pas des employés, on parle du personnel. Ouais. On ne parle pas des directeurs, on parle de la direction. On essaie d'éviter les termes. Non pas, mais à chaque fois, je me dis, c'est bête parce qu'on invisibilise les femmes aussi. Il faut trouver, donc, c'est le juste milieu. Là. Exactement, oui. Je pense que oui. Ben, écoute, on arrive à la fin de cette entrevue. C'était super le fun. Est-ce que tu as aimé faire ce genre d'exercice, d'écrire ce livre-là? Extrêmement. Vraiment, je le referai. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ça a été un très bel exercice. Là. Puis faire les formations aussi, c'est vraiment très le fun. Puis je pense pas que c'est un spoiler parce qu'on en parle à l'occasion, mais comme l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est extrêmement en changement. Là, il y a toujours des nouveaux néologismes, ça change extrêmement. La pratique est tout le temps en évolution. C'est quelque chose qui est sur le terrain, là, de faire une version 2 dans, mettons, 1 an, 2 ans. Là, fait que, absolument. Oui. Génial. En tout cas, je vous le recommande. Merci beaucoup, Magali. Merci. Magali, donc, excusez-moi, mes petites feuilles. Magali Guibault-Fitzbé, qui est la co-rédactrice, on peut dire, avec toute la gang du Club Sexu et les Trois Sexes, de Apprendre à nous écrire, guide et politique d'écriture inclusive. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, le livre est disponible pour achat et dédicace, j'imagine, à l'arrière de la salle. Je vois une main, malgré les lumières qui sont là. Oui, à côté de la porte qui dit sortie, ben voilà. C'est pas une sortie de secours quand même. Et donc, un très beau livre. Moi, j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Merci beaucoup. Le Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre va se poursuivre à 16h avec The Violet Hour. Et nous, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir notre gang d'amis du côté plus anglophone des choses, de venir faire un tour avec nous. Alors, je vous invite à être là. Il y a des belles lectures qui s'en viennent. D'ici là, allez-y, il y a encore beaucoup de livres à vendre. Venez encourager les auteurs, les autrices, les autoristes. À tantôt.